tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Assemblée nationale, la députation est-elle devenue une course pour des places, des dizaines de milliards de francs CFA pour organiser les élections législatives? L'Assemblée nationale en vaut-elle la peine? Comment faire pour rationaliser les coûts pour l'organisation des élections? Quelle analyse faire des soubresauts dans l'éducation nationale? Quelles doivent être les priorités du pays? Pour en parler, Remue Ménage reçoit ce dimanche 2 juillet 2017 Ibrahima Silla, enseignant-chercheur à l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et Songué Diouf, professeur de philosophie au lycée Limamoulaye de Dakar. Remue Ménage avec Alassane Samba Diop, c'est ce dimanche 10h-11h sur RFM, la radio de toute l'actualité. Dimanche 2 juillet 2017, bienvenue à tous et grand merci à Binta Diallo pour avoir tenu votre émission. Bienvenue à tous les Sénégalais et à toute la communauté islamique. Avec nous, Ibrahima Silla, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et Songué Diouf, professeur de philosophie au lycée Limamoulaye de Dakar. Merci à vous, merci messieurs de votre présence. Le 30 juillet prochain, les électeurs vont choisir les 165 députés pour la 13e législature au Sénégal. 47 listes sont en compétition, c'est une première au Sénégal. Beaucoup de questions se posent. Comment matériellement faire le vote? Comment les électeurs vont pouvoir identifier les listes? Alors, dans ce débat, la Sénat, la Commission électorale nationale indépendante autonome, a proposé aux listes de faire un choix de 5 listes sur les 47. Certains partis politiques coalitions se sont tombés d'accord, d'autres réclament le respect de la loi électorale au vu des dispositions de la CEDEAO qui dit qu'à 6 mois d'un scrutin, sauf en cas de consensus, on ne doit pas changer les règles électorales. Alors, Ibrahima Silla, quelle lecture faites-vous de tout cela? Merci Alassane, Devinity à toi aussi, à tous les auditeurs, et bonjour au professeur Songué Diouf. Bonjour. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on sent une certaine agitation, beaucoup de réflexions, beaucoup de paroles, beaucoup de débats autour de cette question des députés, des législatives qui s'annoncent. Et on sent quelque part un malaise dans la société, malaise politique. Et donc, je pense qu'il faut qu'on essaie de réfléchir sans pour autant mener le débat vers, ou même centrer le débat sur les querelles qu'on peut entendre, sur les divergences de position. Mais je pense que si on élève aujourd'hui le débat pour essayer de voir d'abord toute la philosophie qui sous-tend la représentation du député dans une société, je pense que ce serait intéressant aujourd'hui qu'on essaie d'élever ce débat à ce niveau-là. Et même faire la jeunesse de ce que c'est que la démocratie représentative. Pourquoi y a-t-il des députés dans une société? Pourquoi des gens prétendent à la représentation? Le Sénégal est une démocratie représentative parce qu'effectivement dans une société choisit ses représentants. Tout cela, si l'on remonte dans le temps, il faut reconnaître que dans les sociétés traditionnelles, il n'y avait pas une certaine représentation du peuple. Il y avait quelqu'un qui arrivait, c'était même pas un élu, qui imposait sa volonté, sa décision. Les sociétés ont évolué et aujourd'hui, on parle de démocratie représentative. Pas aujourd'hui, il y a bien longtemps. Au lendemain des indépendances, nous avons hérité du pouvoir colonial avec toutes les manières, toutes les façons de faire cette démocratie-là. Donc, cette démocratie représentative, elle est importante parce qu'elle permet de représenter le peuple. Mais quand on dit représenter le peuple, c'est représenter les volontés du peuple. Et donc, c'est la raison pour laquelle on procède à des élections. Pour choisir, il faut choisir les représentants. Et une fois qu'on a choisi les représentants, et même au moment de choisir, on passe notamment par les partis politiques qui ont en charge cette volonté de sélectionner le personnel politique. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on est confronté à une difficulté par rapport à cette sélection du personnel politique. Ce n'était pas un débat qui se pose aujourd'hui. Historiquement, le débat s'est posé. Le nombre ou la raison. Historiquement, les hommes se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui doit être privilégié. Gouvernement de la raison
ou gouvernement du nombre? Gouvernement de ceux qui ont le savoir, la science. Et là, les gens peuvent critiquer et dire que c'est une approche très élitiste de la société, aristocratique de la société, oligarchique. Soit on peut penser qu'effectivement, à travers une approche qui mettra l'accent sur le gouvernement du nombre, c'est pratiquement impossible. Le nombre ne peut pas venir dans sa globalité dans le gouvernement. Donc, il faut choisir. Mais on retient le principe du nombre, le chiffrage, le nombre, la majorité. Et donc, raison pour laquelle les sociétés vont choisir l'élection. Il y a eu dans la Grèce antique le tirage au sort. On tirait au sort. Et ce nombre qu'on pensait avoir mis de côté, on pense que la question du nombre était réglée. Aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, le nombre repose problème. Les 47 listes reposent problème. Le nombre de prétendants au pouvoir, à tel point qu'aujourd'hui, face à cette résurgence du nombre comme problématique fondamentale, il faut repenser peut-être le système dans sa globalité. La démocratie, qui, je le rappelle encore une fois, n'est pas le meilleur des régimes politiques. Mais c'est un moindre mal, le moins pire de tous les régimes politiques. Est-ce qu'il ne faut pas repenser cette question du nombre? Et peut-être, je reviendrai tout à l'heure à travers peut-être nos échanges. Est-ce qu'il faut prendre le nombre ou la qualité? Il faut prendre la qualité. Mais comme il l'a dit, je crois que dans notre système dit démocratique, quand je dis démocratique, parce que tu m'as entendu par ailleurs dire que nous étions dans une fiction démocratique, les gens n'ont pas compris substantiellement ce que je voulais dire et ils ont pensé que j'étais en train de dire que nous étions gouvernés sous le mode de la dictature, mais que non. Quand je parlais de fiction démocratique, c'est exactement dans la même perspective que le professeur Sylla. C'est une manière de montrer que les bases et les conditions minimales d'une effectivité pleine de vie démocratique ne sont pas réalisées. Il ne faudrait pas privilégier le nombre. Mais c'est pratiquement impossible de réaliser tout cela, n'est-ce pas? Pratiquement impossible de réaliser l'effectivité d'une démocratie comme vous l'entendez. Ça n'existe nulle part au monde. C'est Rousseau qui termine en disant s'il existait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Mais quand même, du point de vue de certaines dispositions fondamentales, minimales, essentielles, je crois que ça, ce n'est pas de l'ordre idéal, c'est possible. Il est très clair que je crois que même le neveu de Napoléon, Bonaparte III, celui qui disait mais que la souveraineté populaire, elle est la base de toute forme d'organisation sociale. Maintenant, le problème de fond, c'est le problème, comme il le dit, de la représentation et de la représentativité. Quand je dis problème de représentation et de représentativité, parce que l'enjeu de ces législatives-là, c'est au fond d'élire des gens qui sont supposés prendre en charge et porter la parole du peuple. Mais le plus souvent, c'est des gens qui fonctionnent de manière oligarchique, presque en rupture et en déphasage avec le peuple réel qu'ils sont censés représenter, et que également très souvent, le malheur c'est qu'ils n'en ont pas la qualité et l'expertise. C'est là l'un des défauts les plus graves de la démocratie. Mais parce que la démocratie, elle est transcompétentielle, Alsan. Elle est transcompétentielle, ça veut dire quoi? La démocratie, dans son fondement, repose sur l'idée qu'il y a une égalité de compétences. C'est pourquoi il a fait référence à la Grèce antique, là où il pouvait y avoir tirage au sort. Parce que quand on tire au sort, on part du principe qu'il y a égalité de compétences, et à partir du moment où il y a égalité de compétences, il n'y a aucun risque à choisir un tel plutôt qu'un tel. Et c'est pourquoi, tu le comprends bien, un bon nombre de penseurs, Nietzsche, Platon, sont des ennemis invétérés de la démocratie, mais parce qu'elle consacre une sorte de tyrannie simplement du nombre, qui est synonyme de tyrannie simplement de l'incompétence. Mais est-ce que pour la qualité aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas changer le mode de choix de ceux qui doivent représenter les Sénégalais? Tout à fait, parce que ce qu'on vit actuellement, qu'est-ce qu'on assiste à quoi par rapport à ces listes? On connaît pratiquement toutes les têtes de liste. C'est ça. C'est des gens qui sont connus, des célébrités même, je dirais, qui ont une certaine personnalité. Pas les 47, mais une bonne dizaine, on les connaît. Quand les gens seront amenés à voter, ils vont choisir plus parce que quelqu'un est tête de liste, plutôt que parce que la liste regorge de compétences avérées, de gens capables d'incarner le rôle que l'on attend d'un député. Donc, il faut fondamentalement changer peut-être le système dans sa globalité. On a raté l'occasion de réformer les institutions et d'intégrer un certain nombre de réformes qui auraient pu changer la donne. Et ça, c'est très regrettable. Aujourd'hui, on assiste à quoi? À des têtes de liste qui choisissent quelquefois, surtout par rapport au pouvoir. On choisit ça, on met des gens, des noms sur une liste. Les gens ne connaissent pas ces personnalités-là ou ces individus qui figurent sur les listes, mais qui vont les représenter au niveau du Parlement. Absolument. Et la conséquence fâcheuse, c'est quoi? C'est que finalement, ils vont représenter non pas les volontés du peuple, mais ils vont représenter les volontés d'un homme. Finalement, les gens se présentent sur des listes pour conquérir finalement des postes, pour avoir de l'influence, plutôt que pour porter un projet de société, pour porter la parole du peuple, pour constituer ce filtre indispensable, nécessaire,
qui permet de recueillir ce filtre, parce que c'est un filtre. On écoute le peuple, à partir de la base, on essaie de faire remonter les problématiques du peuple. Hommage à Simone Veil qui vient de partir, parce que elle a incarné, c'est le modèle type. Je m'excuse auprès des gens, parce que les gens vont nous reprocher encore pourquoi vous donnez des modèles. Professeur, attention, vous citez Nietzsche, vous citez Rousseau, les gens risquent de dire, parce que ici, quand vous citez, alors que la vérité n'a pas de frontières, il faut puiser dans l'héritage, le patrimoine universel commun, comme disait Cheikh Anta Diop. Il y a de bons savoirs qui méritent d'être cités. Ce n'est pas penser comme eux, c'est penser à partir de Simone Veil, qui a défendu la problématique de l'avortement, alors qu'elle n'était peut-être pas totalement pour au début. Mais comme il y avait un peuple derrière, des femmes derrière, qui revendiquaient, elle s'est sentie proche de ce peuple et elle a essayé de porter cette parole de ces femmes qui n'avaient pas droit au chapitre pour faire émerger cette problématique-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans nos pays-là? Vous avez des députés qui vont se ranger pour dire je suis le député pratiquement du président de la République. On va voter des lois totalement scélérates, des lois qui vont à l'encontre de la volonté du peuple. Ce qui fait qu'il y a finalement de mauvaises lois, quoi qu'en pensent certains juristes qui disent oui, on ne brûle pas la loi. C'est les enseignants du supérieur qui ont une fois, ici il y a 2 ans, brûlé la loi au cœur de la République pour montrer qu'il y a des lois. Parce que il y a des lois scélérates qui vont voter des lois sans pour autant comprendre la pertinence, la cohérence, et les enjeux la surtout. portée, les enjeux de cette loi qu'ils sont en train de voter. Donc c'est quelque chose de fondamental. Il faut nécessairement donc, parce qu'on a des pays qui se disent démocratiques mais qui ne fonctionnent pas de manière démocratique. Centralisation excessive du pouvoir autour du chef de l'État, qui a besoin d'une majorité, des députés qui viennent s'aligner, des députés dont on ne ressent pas, en tout cas, l'action, le rôle fondamental au niveau de la santé. À tel point que moi, je me pose même toujours, je ramène encore au nombre. A-t-on fondamentalement besoin de 165 députés pour voter des lois dans ce pays? Je me pose des questions. Il y a beaucoup de... Les commissions dont on parle, des finances, tout ça, on aurait pu porter beaucoup de questions, les ramener vers peut-être des structures qui sont là. Dans les ministères, quelquefois, on oublie souvent, il y a des directions, des sous-directions, des gens extrêmement calés par rapport à des sujets qui auraient pu aider. Vous avez des parlementaires que vous allez parachuter à l'Assemblée nationale, qui ne connaissent rien des enjeux de telle ou telle loi, finalement, qui vont voter les yeux fermés et contre les intérêts du peuple. Et qu'on entretient avec les frais du contribuable, malheureusement. Ce qu'il dit, moi, ça me fait penser au fait que, comme il l'a dit, nous avons l'une des formes les plus dégénérées de la démocratie, me semble-t-il, la démocratie plébiscitaire. Ça veut dire que, comme il l'a dit, il n'y a pas d'arrimage au fond à des valeurs. Il n'y a pas d'arrimage à des projets de société. Il n'y a pas d'arrimage à des besoins qui émanent de la société elle-même. Mais, à la limite, j'ai envie de dire qu'on n'a même pas besoin, Alassane, d'un parlement. Pourquoi, à la limite, presque, j'ai dit, on n'a pas besoin d'un parlement, mais parce que, mécaniquement, c'est déjà autour d'une personne, celle du chef de l'État. Et que vous le voyez ou non, regardez l'histoire des différentes conquêtes démocratiques de ce pays-là, elles ne sont pas faites dans les parlements. Parce que les parlements ont toujours été dans le sens de l'obédience par rapport à celui qui exerce le pouvoir en tant que tel. Et donc j'ai envie de dire, je l'ai dit quelque part, on s'est moqué de moi, j'ai dit presque chez nous, presque Alsan, c'est une cosmétique institutionnelle que de parler de parlement et de vote. On n'a pas besoin d'en tenir 170 députés qui ne sont là qu'en tant que tel pour prendre en charge, non pas les préoccupations du peuple, mais les préoccupations, mais de celui qui est à la tête de l'exécutif. Pourquoi donc les Sénégalais votent pour ces gens-là? Pourquoi les Sénégalais votent? Est-ce que les Sénégalais votent d'ailleurs pour ces gens, Alsan? Les Sénégalais votent simplement pour un homme qui est au palais de l'avenue Roume et que la majorité qu'il lui donne n'est pas une majorité qui est sécrétée par des débats parlementaires, par des contradictions autour d'idées, mais simplement, comme je l'ai dit, par le fait que poings et pieds liés, on est jeté simplement entre les mains de celui qui gouverne l'exécutif. Je suis en train de dire que nous perdons notre temps, Alsan. Je dis le fond de ma pensée, ça. À penser qu'il y a des enjeux fondamentaux derrière ces élections. Oui, on ne peut pas parler de démocratie sans élection, ça c'est tout à fait normal. Mais je dis, si on regarde derrière, si on interroge le rôle du Parlement, sa place, dans la marche effective de la vie de ce pays-là, on est tenté de se demander est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle? Est-ce que tout ce bavardage que l'on fait mérite d'être consacré à une institution qui, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, sera simplement au service des ordres? Est-ce qu'il mérite aujourd'hui cette élection qu'on mette plus de 10 milliards de francs CFA? Oui. 17 milliards. 17 milliards de francs CFA. Et moi, j'ose dire que c'est de la cosmétique institutionnelle parce que ça n'a pas de répondant. Vous savez, les contraintes dont on parle, pour reporter je ne sais pas ou pas, en parlant de contraintes techniques, de contraintes économiques, de contraintes... Mais c'est pas vrai. Parce que les temporalités plurielles de la démocratie ne posent pas des contraintes d'ordre technique, d'ordre financier, d'ordre économique, mais d'ordre éminemment philosophique.
Il faudrait que nous nous entendions, nous Sénégalais, je parle sous le contrôle du professeur, mais pour dire quelle forme de démocratie nous convient à nous. Légiférer dans ce sens-là et en mettre en place les conditions d'une effectivité réelle, Alassane. Parce que, telle qu'elle fonctionne, cette démocratie représentative ailleurs, il est d'accord avec moi que tous les conscients de 1789 étaient déjà d'accord, mais sur les articulations fondamentales. Mais quand vous l'appliquez à la réalité sénégalaise, elle ne correspond absolument à rien. Ceux qui seront élus et qui iront à cette assemblée, par la manière dont ils ont été proposés, de manière antidémocratique par quelqu'un qui donne une liste de gens, ils ne seront pas représentatifs du peuple. Par leur qualité intellectuelle, ils ne seront pas aptes à porter les projets, les préoccupations, les aspirations de ce peuple-là. Mais en quoi cette assemblée-là sera nôtre et en quoi nous devrions mettre 10 ou 17 milliards à mettre une place, ce qui me paraît relevé sous la forme actuelle, encore une fois, mais de la simple cosmétique institutionnelle. Donc nous sommes dans une situation aujourd'hui où on va élire l'Assemblée nationale qui va être dans la même lignée peut-être de la 12e législature. Oui, fondamentalement, parce qu'il y a quelque chose dans le système qui n'a pas été réglé jusqu'à présent. C'est quoi, la ça? vie politique sénégalaise tourne essentiellement autour de cette hypertrophie du pouvoir du président de la République, monarque républicain. Tous les pouvoirs, ça tout le monde le sait. Ce n'est pas être partisan que de reconnaître que au Sénégal, l'essentiel des pouvoirs, et comme dans d'autres pays qui se réclament aussi démocratiques dans le monde, repose entre les mains du chef de l'État qui décide de ce qu'il veut et ce qui doit passer ou ne pas passer. Il a tout ce qu'il a voulu passer comme loi, tout ce qu'il a voulu passer comme dans le processus électoral, les dates qui ont été changées, le calendrier qui a été changé, tout a reposé un moment sur ses mains. Quand tu l'as, c'est pour la raison pour laquelle souvent je dis aux gens qui ne comprennent pas, il faut même arrêter d'utiliser, on en a déjà parlé, le concept de malgouvernance. On a un problème de malprésidence. Ce n'est pas pour critiquer fondamentalement le président de la République. Non, malprésidence. Pourquoi je dis que quand vous dites que quelqu'un incarne l'unité nationale, fixe, détermine, nomme, décrète, envoie les soldats, tout repose sur lui, entre ses mains. C'est clair. Ça, tout le monde le sait. Il faut une réforme constitutionnelle. Il faut fondamentalement non seulement réformer, mais réformer ne suffit pas. Moi, je crois aussi à un moment, il faut qu'on arrive à appliquer seulement. Mais moi, je pense que si on a le jour où on aura un bon président, un charge, quelqu'un capable de laisser de côté ses intérêts partisans pour s'élever au-dessus de la mêlée et incarner l'unité nationale fondamentalement, les choses pourraient peut-être changer. Et moi, je rejoins totalement le professeur Senghor Diouf quand il dit qu'on pourrait même passer de parlement. Les juristes doivent sursauter en ce moment en disant comment une société peut se passer de parlementaire. Mais quelque part, quand on voit effectivement les dépenses qui sont aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, le train de vie de l'État, le résultat escompté et le résultat obtenu, on se pose des questions. Aujourd'hui, à un moment, je me suis dit, peut-être je défie ou je ne l'interromps pas, la dernière disposition qu'on ajoute, la 4e charge, on dit évaluation des politiques publiques. Ça, c'est dans la réforme de 2016. Mais est-ce que depuis les indépendances, on a évalué le coût de l'Assemblée nationale que ça a coûté au Sénégal? C'est évaluer le coût. Moi, je dis, c'est l'histoire d'un désenchantement. En termes de résultats. En termes de résultats, on va vers les élections, 17 milliards. Moi, aujourd'hui, je me suis posé la question de savoir, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu coupler, même si quelque part je partage totalement son idée de l'intérêt de ce Parlement, mais je me dis que quelque part, les gens vont dire que qui peut le plus peut le moins. Quelque part, on est allé au-delà de la légitimité, du mandat, coupler les élections. Franchement, je le dis vraiment de manière très pragmatique. Franchement, les députés qui vont être élus, l'Assemblée peut être dissoute dès l'avènement du nouveau président en 2019. C'est clair. Les gens vont rejeter en disant non, il faut respecter, vont s'enfermer dans cette forme de rigidité par procédural. Mais est-ce qu'il ne faut pas revoir tout cela? Et si on annule et on couple les élections pour que le problème soit réglé en 2019 et que la nouvelle majorité ou le nouveau président élu demande une nouvelle majorité, je pense que ça pourrait régler la problématique des listes qui vont disparaître du coup. Merci. Parce que les candidats à la présidentielle, il n'y en aura pas 47. C'est clair. Et quelque part, parce que même je dis que on aurait pu pousser à l'extrême, on aurait pu avoir 250 listes pour les législatifs. On aurait pu avoir autant de partis, autant de listes que de partis. Aujourd'hui, à 17 mois, 18 mois de l'élection présidentielle, à 15 mois peut-être ou 16 mois de l'ouverture de la campagne pour la présidentielle, peut-on se permettre au Sénégal
Oui, effectivement, si on rentre dans les procédures, les règles, il ne faut pas changer la CEDEAO. C'est du formalisme. Moi, franchement, je pense que si c'est une famille, il faut faire des choix. Vous pensez que le président qui sera élu en 2019 peut dissoudre l'Assemblée nationale? Oui, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Pour avoir une Assemblée qui est cohérente par rapport à sa politique. Quel que soit le cas de figure, même si la majorité actuelle gagne, rien n'empêche le président pour plus de cohérence et régler des problèmes politiques. Après, une fois s'il est réélu, il changera, il va peut-être dissoudre et pour avoir une nouvelle majorité qui va l'accompagner pendant 5 ans. S'il n'est pas élu et que quelque part il y a une majorité qui vient de l'opposition et qu'il y a cohabitation, cela va de soi qu'il y aura changement. Mais quelque part, je me pose la question et que si cette opposition-là, on parle de dialogue national, on parle de consentement, de consensus, et si les gens se réunissaient pour dire, écoutez, on a attendu jusque-là, on a reculé, et quelque part, les normes ont été établies par des hommes, on est tombé sur des consensus, on pourrait revoir tout ça, le Sénégal pourrait gagner 17 milliards Absolument. si on reportait les élections à 2000, je dis même pas 2019, 2018, on y est. 17 milliards, moi, si vous ne savez pas où vous pouvez dépenser les 17 milliards, venez me voir. L'éducation nationale, radiothérapie, etc. Il y a beaucoup d'argent à investir, les inondations. Mais là, les gens, je sais que déjà, beaucoup ne seront pas d'accord et vont penser peut-être, mais quelque part, fondamentalement, il dit que tout ça pour ça, ils vont aller avec 17 milliards et dans les élections, je ne défends pas le pouvoir. Au contraire, je suis identifié comme ceux qui critiquent fondamentalement le pouvoir. Mais quelque part, je me dis que quel est l'intérêt aujourd'hui? D'autant plus, il a souligné la problématique du nombre. Je me pose vraiment beaucoup de questions. Et on prendra, avec ce recul, pour ce couplage, le temps nécessaire, 6 mois, pour s'accorder, pour réformer tout ce jeu électoral, revoir les règles, revoir le nombre de députés, les 15 députés de la diaspora, revoir le mode de scrutin, revoir tout cela, pour en tout cas assainir cette vie publique, cette vie politique, ce champ politique qui va nous permettre peut-être d'inscrire le Sénégal dans une continuité totalement rassurante. Mais est-ce que fondamentalement cette situation n'est pas due au manque de dialogue sincère entre acteurs politiques au Sénégal? On a l'impression que chacun s'occupe de sa petite chapelle, de ses propres intérêts, qu'on ne parle pas du Sénégal en tant que tel, ses intérêts. Oui, je suis d'accord que cette centralité qui devait être accordée au Sénégal en tant que telle n'est pas tellement prise en charge par les acteurs du jeu politique. Parce qu'il l'a déjà dit, les enjeux du pouvoir sont des enjeux d'enrichissement d'abord et avant tout. Et donc, de ce point de vue, le Sénégal, il vient bien après. Mais interroger un peu la marche de notre système politique Alassane depuis les indépendances. La démocratie sénégalaise et même africaine de manière générale, elle marche à reculons. Il y a une période d'optimisme où on a dit, écoutez, plus nous nous gouvernerons démocratiquement, plus nous créerons les conditions d'un développement de ce pays-là. Prenez la période senghorienne. Démocratie limitée à 4 courants. Ensuite, la période de Abdou Diouf, où le multipartisme illimité, etc. Jusque-là, on applaudissait en disant véritablement, nous sommes en plein dans la démocratie. Mais après Abdou Diouf, à partir de l'ère Wade et jusqu'à l'ère Macky Sall, c'est l'ère du désenchantement où on se rend compte que peut-être que nous sommes allés trop vite en besogne en disant multipartisme. Et en réalité, nous ne sommes pas donné les moyens de l'encadrer sur le plan juridique pour qu'aujourd'hui, les problèmes qui sont posés ne puissent pas être posés. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps de la réflexion. On n'a pas eu le temps de s'arrêter pour dire, écoutez, oui, à partir de 81, multipartisme. Mais est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, on pourra gérer la question de la floraison des partis politiques, la question des candidatures infinies? Mais il y a quand même la réflexion avec les assises nationales. Peut-être que ce sont les conclusions qui n'ont pas été appliquées. Non, du tout. Les assises nationales ont cherché à régler des problèmes ponctuels. Les assises nationales n'ont pas pensé la démocratie en tant que telle, en tant que système et mode de gouvernance. C'est ça. Les gens se trompent en disant les assises nationales. Je dis, les assises nationales ont réglé le statut de la position. Les assises nationales ont réglé la question du calendrier électoral, mais n'ont pas réglé la question de la démocratie, de son mode de fonctionnement aujourd'hui. Quand je disais désenchantement, il faut ajouter indétermination de ce concept-là par rapport à notre vécu. Alassane, qu'est-ce que la démocratie aujourd'hui au Sénégal? Rien du tout. Vous pensez, il l'a dit, il y a une hyper-présidentialisation. Mais également, ne l'oubliez pas, ce sont les mêmes hommes politiques de l'opposition comme du pouvoir qui depuis 40 ans, 50 ans forment cette oligarchie à laquelle je faisais allusion, aristocratie, et qui revient à prendre le peuple en otage. Ce qu'il dit est très pertinent en termes de couplage. Ça nous évite cette hyper-pollution,
politicienne dans notre vie nationale, ça nous évite le coût financier, mais de l'opposition comme du pouvoir, ils vont l'insulter, ils vont l'attaquer, non pas sur le terrain de l'idée, mais sur le terrain des intérêts. Parce que c'est des gens dont la vie est exactement rythmée, mais par les joutes électorales et les questions d'ordre politique et politicien. Est-ce qu'il faudra pas faire comme l'avait dit Platon, il faut que les philosophes deviennent des rois. Parce qu'on a vu ce qui se passe en France aujourd'hui. Attention, on va prêter on a vu en France aujourd'hui Macron qui est un jeune, mais qui est un philosophe, qui est venu, qui a pratiquement changé la quasi-totalité de l'Assemblée nationale française. Il y a de nouvelles voix, de nouveaux visages qui vont venir. Au Sénégal, on a l'impression que c'est les mêmes qui se recyclent. Non, il y a la problématique de la démocratie, de l'absence de démocratie interne dans les partis. Qu'est-ce qui a donné lieu à cette prolifération de partis politiques au Sénégal? Vous avez quelqu'un qui crée son parti, qui, une fois, un parti politique doit avoir une espérance de vie supérieure à son fondateur et laisser à une génération qui peut reprendre, qui a créé le Parti socialiste français, le Parti socialiste sénégalais, qui ne s'appelait peut-être même pas le Parti socialiste, et donc une espérance de vie supérieure à ses fondateurs. Mais on assiste à quoi aujourd'hui au Sénégal, depuis longtemps? Quelqu'un qui va s'imposer, même si cette personne-là perd les élections. D'élection en élection, on se rend compte qu'on perd, on dégringole, on évite, on ne veut pas démocratiser son parti. Qu'est-ce qui arrive finalement? Les gens qui préfèrent aller créer leur parti. Mais est-ce qu'il ne faut pas interroger là-bas le rapport que nous avons, nous, avec le pouvoir? Absolument. Oui. La façon, la conception que nous avons du pouvoir. Absolument. Est-ce que ce n'est pas culturel, au fond? Bon, dire que c'est culturel, les détracteurs du culturalisme vont dire que non, on ne peut pas classer ça dans la culture politique africaine ou sénégalaise. La culture politique n'est pas figée, n'est pas l'éducation des gens, dans les maisons. Dans les maisons déjà, on crée des petits rois. Mais ça nous ramène aussi tout à fait par rapport à la... Est-ce que ce n'est pas cette image-là qui se répercute quand on est adulte? J'ai l'habitude de dire, sans pour autant insulter l'intelligence des hommes politiques, de dire qu'on a un problème avec les humanités par rapport à un certain nombre de principes au fondement de toute société. Il faut à un moment se poser la question, les questions fondamentales. Et nos hommes politiques doivent se poser ces questions. Pourquoi faire société? Comment assurer le vivre ensemble? Pourquoi l'institutionnalisation du pouvoir est quelque chose de fondamental et éviter la personnalisation du pouvoir? Pourquoi il faut stabiliser? Il faut donner une certaine stabilité politique. Il faut pacifier la société. Il faut un ordre social. Il faut un contrôle social. Il faut économiser les maigres ressources de nos sociétés. Et tout cela, on se pose des questions. D'un côté, on va parler, nous, parce que les gens vont nous dire, écoutez, la démocratie a un prix, donc les élections auront un coût. On va mettre 17 milliards parce que la démocratie... Moi, je dis, effectivement, tout cela pose problème. On va créer des institutions. C'est ceux qui vont dire qu'on va économiser. Peut-être qu'ils vont dire au même moment qu'il faut créer d'autres institutions totalement inutiles, qu'on crée de manière totalement unilatérale. Et on ne voit pas qui aujourd'hui voit l'opportunité ou même l'intérêt de ce au Conseil des collectivités territoriales. Quel est l'intérêt de rajouter, d'augmenter le nombre des membres du gouvernement ou le nombre des parlementaires de toutes ces directions? Et tout cela repose entre les mains d'un seul homme qui peut dégommer, qui peut nommer, qui peut... Absolument. Et cela pose fondamentalement un problème de démocratie. Mais quand je dis démocratie, ce n'est pas démocratie fondamentalement classique. Non. La démocratie classique, les conceptions classiques de la démocratie ont évolué. Ne sont plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on parle de démocratie de proximité. Regardez les jeunes présidents que l'on voit dans le monde. Regardez les nouvelles formes de gouvernementalité que l'on voit dans le monde. Des présidents, des gouvernements proches du peuple. Aujourd'hui, même le concept qu'on utilise aux États-Unis et dans le monde, c'est l'open gov. L'open gov, c'est quoi? Un gouvernement ouvert. Un gouvernement ouvert parce qu'on se rend compte qu'effectivement, la recherche, le savoir peut être au service d'un gouvernement. Il ne s'agit pas forcément d'appartenir à une majorité pour servir son pays. Absolument. Le gouvernement aurait pu organiser non pas des conseils des ministres décentralisés, mais peut-être des conseils des ministres élargis. Un professeur Songe Diouf qui s'y connaît très bien en économie, on l'invite de manière très ponctuelle pour qu'il donne son avis ou ses propositions sur une question bien précise. Plutôt que de s'enfermer de manière partisane. Et donc, on est dans une certaine forme de partitocratie. Et comme le dit Amadouka, mon collègue, à travers son livre, on est passé de la lutte des classes à la bataille des places. Et les gens vont nous dire, il y a la fin des idéologies, il n'y a plus d'idéologie. L'idéologie est encore là. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie? Incarnée par les hommes. Oui, incarnée par les hommes. L'idéologie, c'est des valeurs. Il y a des valeurs. C'est des valeurs, c'est des visions du monde. C'est des visions du monde. Valeurs de gauche, c'est quoi? La justice, la liberté, promotion de la liberté. Et donc, la gauche a défendu pendant longtemps un certain nombre de valeurs, une certaine idéologie qu'on peut encore réactiver. C'est des projets de société. Un libéral va vous dire qu'il faut beaucoup plus de libéralisme, il faut beaucoup plus d'initiatives privées. Quelqu'un d'autre va vous dire non, l'État doit mettre sa main, il faut beaucoup plus d'interventionnisme de l'État. Ça, c'est l'idéologie, c'est des manières de voir la société, c'est des projets de société. Aujourd'hui, c'est la bataille des places. Quelle place je vais occuper?
je suis avec la majorité présidentielle actuelle. Si l'on me place mal dans une liste, je sors pour revendiquer plus de légitimité alors qu'on n'a aucune sorte de légitimité. Il faut qu'on repense la démocratie, la légitimité. C'est ce que j'appelais l'aplaventrisme intellectuel. C'est de l'aplaventrisme. Notre rapport avec le pouvoir, justement. Quel est le rapport que nous avons, nous, avec le pouvoir? Quand on est passé une liste, on démissionne. Mais je ne sais pas pourquoi le professeur Siela a eu peur quand vous avez dit culturel. Mais oui, je suis là, il faut avoir le courage de le connaître. Il y a quelque part, ça participe du culturel. Mais ça veut dire qu'au fond, comme je l'ai dit, le président, c'est pas le président, c'est le chef. C'est en rapport avec un certain type de fonctionnement de la plupart de nos sociétés traditionnelles. Il faut avoir le courage de le reconnaître. C'est la dimension culturelle soulignée par Alassane. Mais également reconnaître que les enjeux politiques sont d'abord des enjeux de pouvoir économique. Et à partir du moment où il n'y a pas cette rupture nécessaire, épistémologique, entre quérir le suffrage et s'enrichir soi et les membres de sa propre famille, il est clair que nous ne serons jamais sur le terrain de la véritable politique. Et donc, il a raison, il y a quelque part des réflexes faisant que celui qui nous gouverne, il est le chef, et le rapport qu'on a avec lui, c'est un rapport presque d'idolâtrie, et le rapport que nous avons, nous, avec la chose publique, mais c'est un rapport privé, malheureusement. Ça veut dire quoi? Que je ne participe de la chose publique que dans la mesure où elle me permet de me faire. Et de me faire comment? De me faire d'un point de vue matériel, économique et financier. Mais est-ce que c'est ça qui explique tout le tollé des gens qui n'ont pas été choisis dans mais c'est ça qui l'explique. J'ai dit, c'est des enjeux économiques. J'ai parlé, Alassane, d'aplaventrisme intellectuel. L'autre parlait, il y a 20 ans ou 30 ans, à Chimbembe, de philosophie de l'œsophage. Mais ça veut dire que nous ne sommes pas encore, pour parodier le titre de son ouvrage, d'ailleurs, à Chimbembe, nous ne sommes pas encore sortis de la nuit. Ça veut dire très clairement, encore une fois, que quand moi j'entends les gens parler de vision, la vision de, je dis, mais voilà ce qui est symptomatique d'une absence réelle. Ça veut dire que plus vous parlez de vision, plus moi vous me ramenez à penser qu'il n'y a pas du tout de vision. Tout est urgent, vous dira-t-on. Mais parce que, justement, les syndicats d'enseignants sont en grève, l'éducation devient une urgence, le Sud-Jus est en grève, la justice devient une urgence, les autres de la santé sont en grève, ça devient une urgence. Et donc, cette pensée de l'urgence en tant que telle nous empêche réellement de savoir qu'est-ce qui relève de l'urgence et qui ne relève pas de l'urgence. Parce que rien n'est pensé. Alassane. Et donc, quand vous êtes solidaire de cette action politique de l'urgence, il n'y a pas de possibilité derrière de penser. Et s'il n'y a pas de possibilité derrière de penser, il n'y a pas d'alternative crédible, réelle, que vous pouvez simplement proposer sur les différentes questions qui agitent la vie politique nationale. Ça veut dire que c'est une sorte de Ndoumbelane, tout le monde se précipite pour ronger une partie de l'os. Et à partir de ce moment-là, quand vous dites la vision du chef de l'État, la vision, je dis, mais écoutez, où est la vision? Tout est à penser, rien n'est pensé. Et la seule urgence, encore une fois, c'est l'urgence de la pensée. Et l'urgence de la pensée, en l'occurrence, c'est s'arrêter à Alassane. Moi, je suis en dehors de ces querelles-là. Report par report, couplage. C'est se demander quelle est cette démocratie qui nous correspond à nous, Sénégalais. Et en avoir le courage, parce qu'il faut en avoir le courage. Et se donner les moyens de le réaliser. Mais tant que nous sommes dans le formalisme, dans le juridisme, nous avons un échéancier, un calendrier électoral, il faut faire ça, il faut faire ça. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est comme si Senghor, je vous l'ai dit, Alassane était plus sage que nous. Pourquoi il limitait à un certain nombre de courants, 3 ou 4? Nous avons dit c'est une limitation, c'est une violation de la démocratie. Il faut ouvrir sans s'arrêter. Je le dis, je le répète, c'est important, Alassane, et dire, ah, cette démocratie tout azimut. Senghor était un intellectuel. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Merci. Oui, la question que je pose aujourd'hui, justement, est-ce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où l'élite a fait son devoir vis-à-vis du pays? Non. Moi, je dis non. Je pense que... Mais tout cela, il faut ramener tout ça parce que... Dans la réflexion. Oui, non. Je pense que les gens qui les sortent parlent, expliquent aux Sénégalais. Le se réfugie dans les universités... Et oui, peut-être en attendant d'un poste ou bien de peur de parler pour... Oui, on est dans les logiques souvent de capitalisation des titres. Effectivement, tout cela, je critique pas les collègues, mais effectivement, on est dans une logique plutôt individualiste qu'autre chose quelquefois. Il y aurait matière à débattre de beaucoup de choses, mais on est dans aussi la société du spectacle, la société du folklore, folklorisation de la vie politique. La campagne va arriver là. Vous pensez que les gens vont discuter autour de l'essentiel à travers des débats où l'on va approcher des problématiques sérieuses? Non. Les gens vont être dans la musique, les gens vont avoir des cortèges pour amuser le peuple, les gens vont aller au niveau de l'arène pour financer. Voilà. Et donc, c'est problématique.
Alors qu'on aurait pu poser la question de savoir, effectivement, ne serait-ce que faire le bilan du parlementarisme depuis les indépendances. Quelle démocratie? Depuis les indépendances. Effectivement, j'arrête pas de le dire. Mais dans d'autres pays, on voit quand il y a ces débats, des intellectuels sortir, faire des pétitions, imposer un débat. Mais les intellectuels de ce pays-là ont peur, Alassane. Il faut avoir le courage de le dire. Beaucoup se disent, à la place de M. Sylla, écoutez, je ne vais pas aller quand même très loin dans la proposition, dans la critique, mais parce que il se pourrait que, voilà, il y ait une possibilité et que je ne voudrais pas la compromettre en prenant des positions tranchées. Mais tant que vous êtes dans cette perspective-là, c'est pourquoi j'ai dit, les élites et les élites intellectuelles ont échoué dans leur mission, y compris nous-mêmes qui le disons. Parce que il y a des sociétés où il y a déjà des acquis Alassane. Mais dans une société, je dirais, de l'indigence matérielle, presque de l'analphabétisme. Mais le rôle de l'intellectuel, il est décuplé. Ça veut dire quoi? L'intellectuel est celui qui éclaire. L'intellectuel est celui qui prend position. Et en prenant position, il aide les autres à y voir plus clair. Mais c'est une mission avec laquelle, pour l'essentiel, la plupart des intellectuels là de ce pays-là ont complètement divorcé. Parce qu'on a pensé que il n'y a qu'un moyen de s'enrichir, mais c'est d'investir le champ de la politique. Et donc, depuis que la politique est devenue un métier et un gagne-pain, c'est à partir de ce moment-là qu'on a assisté à toutes les dérives auxquelles nous assistons, Alassane. Ne nous bernons pas d'illusions, nous n'assumons pas suffisamment notre part. Nous devons investir l'espace public et dire à ces gens-là, mais est-ce que l'enjeu, c'est de voter pour un tel ou de voter pour un tel? Quel est le sens de la représentation nationale? Est-ce qu'elle est conforme aux aspirations du peuple? Voilà les questions sur lesquelles nous autres intellectuels devons réfléchir, investir le champ social, mais pour porter à ce peuple-là les éclairages qui lui permettront d'avoir un choix. Quand je disais, Alassane, je reviens, fiction démocratique, nous ne votons pas pour des idées, nous votons pour un homme, pour une ethnie, pour une caste. Et à partir de ce moment-là, quand vous ajoutez le poids de l'argent, qui enlève à l'électeur sa conscience citoyenne, qui lui vole son autonomie intellectuelle, mais mon vote n'est plus synonyme d'adhésion à un projet de société, à un ordre de valeur, mais mon vote, vous le comprenez, il est lié simplement à l'argent. Et à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas parler réellement de démocratie. Donc le problème, ce n'est pas les législatives immédiatement. Oui, c'est un problème, c'est un temps de la démocratie. Mais de manière plus importante, il faudrait élargir la réflexion et se dire, dans notre Sénégal de 2017, 2018, 2019, quelles doivent être les attributions réelles? Quelle est la meilleure forme d'organisation d'un scrutin qui permette de se doter d'hommes suffisamment ancrés dans les préoccupations populaires pour être capable justement de les porter au niveau de la représentation nationale. Mais dans ces situations-là, c'est l'université qui doit réfléchir, sortir des idées, poser le débat. L'université réfléchit, non, mais comme il a dit, l'université réfléchit. Je pense qu'on a trop ménagé les différents pouvoirs qui se sont succédés dans ce pays. Et donc, il faut fondamentalement revoir tout ça. Il a bien dit, hein, le professeur Songue Diouf, mais l'intellectuel, il y a deux versions, il y a deux possibilités. On ne leur demande pas forcément de s'engager à faire de la politique ou de rentrer en politique. Quand on demande à l'intellectuel, effectivement, d'éveiller les consciences, de soulever les véritables problématiques, de poser les bonnes questions, on aide à la réflexion. Parce qu'on pense qu'il y a des gens qui sont habilités, agrégés politiques, agrégés en sciences juridiques, etc. On peut se targuer de tous les titres, mais quand on réduit sa pensée, son utilité sociale à une utilité pédagogique dans les amphithéâtres, ça pose problème. À un moment, on peut écrire 1000 articles scientifiques reconnus par ses pairs, avec tous les titres, validés partout, sans pour autant avoir un impact au cœur de sa société. Je ne demande pas aux intellectuels, effectivement, on ne leur demande pas forcément d'aller militer dans des partis. Nous, ce que nous disons, nous ne militons pas dans des partis. Mais il est fondamental d'éclairer. Nous ne revendiquons pas non plus une légitimité de savoir supérieure à notre savoir, mais nous avons notre partition à jouer. Mais est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'il y a une rupture entre le pouvoir et le monde intellectuel? Non, il n'y a pas de pouvoir parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui servent le pouvoir. Comme il a dit, effectivement, aujourd'hui, la volonté de ménager le pouvoir, si je suis ambitieux et que j'ai des aspirations pour devenir directeur de société demain, PCA, ou éventuellement ministre ou conseiller du président, j'ai intérêt à ménager pour beaucoup d'intellectuels. Ils pensent comme ça. Absolument. Je ne critique pas, je ne parle pas, je ménage le pouvoir. Pourquoi aller mener un combat que les hommes politiques ou les autres devraient mener? Je reste dans une posture très individualiste. J'essaie de ménager le pouvoir. Je réfléchis, je produis mes articles. J'essaie de me doter d'un certain nombre de titres. Sous le manteau de scientificité. Appel du pied par rapport au pouvoir. Un jour, je risquerai peut-être d'être nommé puisque aujourd'hui, c'est la politique du ventre. Tout le monde pense effectivement qu'il faut nécessairement passer par la vie politique pour réussir. On est dans un pays extraordinaire où les plus grands milliardaires de ce pays ne sont pas des hommes d'affaires, ne sont pas des opérateurs économiques,
économiques, chefs d'entreprise, mais c'est des hommes politiques. Et quelque part, je me pose souvent la question, ce qu'ils ont reçu, quand vous entendez les déclarations de patrimoine, ce qu'ils ont reçu vaut-il ce qu'ils ont fourni comme effort, comme avancé pour ce pays. Et voilà. Mais quand il y a des salaires exorbitants, rien ne justifie pour ces députés-là, pour ces gouvernements, pour ces directeurs de société, pour ces PSA, cette fortune qu'on leur verse quelquefois, ces salaires exorbitants qu'on leur donne. Et finalement, regardez notre pays, au bout de 50 ans, peut-être 60 ans d'indépendance, on se retrouve encore en train de gérer des problématiques de l'eau dans la capitale, incapable de donner de l'eau aux populations. Et là, on parle de le Sénégal émergent, on va faire des terres, alors qu'on est incapable de donner l'autre jour des jumeaux qui disparaissent faute d'ambulance. Mais tous les jours, c'est hallucinant. Je vis à Saint-Louis, aux alentours, je vois, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à Saint-Louis pour voir. Il suffit de rester dans la capitale pour voir l'insalubrité, la problématique de la mendicité et tout cela. Mais nous avons souligné cette problématique par rapport aux intellectuels. Mais il ne faut pas oublier, il y a un autre acteur aussi qui est ménager. L'autre acteur, c'est le marabout, qui a aussi sa parole, qui a son mot à dire pour éveiller les consciences. Regardez ces listes, le nombre de marabouts ou de gens issus de ces familles maraboutiques qui revendiquent une certaine légitimité pour pouvoir jouer un rôle. Et quelque part là aussi, on les ménage, on ne peut pas les attaquer parce qu'on risque gros. Et maintenant, ça c'est un véritable problème. Aujourd'hui, les Sénégalais devraient se poser la question de savoir notre rapport à Dieu, notre rapport aux politiques, notre rapport à la politique, notre rapport à l'ordre social, à l'argent. Et tout cela, je pense que ça doit faire l'objet d'une réflexion qui va peut-être dépasser les assises. Je pense que les assises ont été une occasion importante, ne serait-ce que si on s'en tenait à la charte de bonne gouvernance démocratique des assises nationales. On aurait au moins pu avancer d'un truc. Si on s'était tenu à la CNRI, à la Commission nationale de réforme des institutions, on aurait pu faire un pas. Un président de la République n'a pas forcément besoin d'être chef de parti. Barack Obama n'était pas chef de parti. Macron n'était pas chef de parti. Hollande n'était pas chef de parti. On peut gagner des élections sans fondamentalement être chef de parti. Et donc, ça fait partie des réformes qu'on aurait pu apporter pour changer. Au vu de toutes ces questions, on demande quelles sont les priorités au fond dans ce pays-là. Il a parlé tout à l'heure d'un problème fondamental, l'eau manque à Dakar. Dans certains quartiers à Rufisque, un peu partout, on entend les Sénégalais crier, il y a un problème d'eau. On parle de problème d'éducation, là où il y a des difficultés même pour investir, mettre assez d'argent pour relever le niveau technique d'éducation du Sénégal. Est-ce qu'on ne se trompe pas de priorité dans ce pays? Mais voilà les questions essentielles. C'est ce que j'ai dit précédemment, Alassane. Quand j'ai dit que tout est à penser, rien n'est pensé. Mais c'est pour mettre fin à ce bavardage-là. Mais parce qu'en tant que tel, il y a des questions stratégiques, minimales, élémentaires, qui auraient dû être réglées depuis peut-être 1960. La question de l'eau, la question de l'électrification, la question des aménagements urbains, des routes, etc., etc. Ça, c'est des questions minimales. À la limite, non pas qui tiennent même de l'humain, mais qui tiennent du bestial, qui ne sont pas encore réglées. Ça veut dire qu'encore une fois, nous ne nous donnons pas les moyens intellectuels et matériels de régler et de prendre en charge nos préoccupations réelles. Quand la question de l'électricité se pose, vous avez raté la question de l'entrée, mais dans l'ère du millénaire, du numérique. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas parler de développement sans avoir réglé la question de l'électricité. Vous ne pouvez pas parler de développement sans avoir réglé la question de l'eau. Vous ne pouvez pas parler de développement sans avoir réglé la question de l'éducation. Sans avoir réglé la question de la santé. Mais opposant comme gouvernant, quel est le parti d'opposition à l'Assad que vous avez entendu dire? Tous les enseignants sont permanemment en grève. Quelle est l'alternative crédible que nous proposons aux Sénégalais pour guérir ce système éducatif-là? Vous entendez souvent Sudjust, je crois que c'est les magistrats. Quel est le parti d'opposition ou au pouvoir qui dit voilà les propositions qui pourraient nous permettre de mettre fin à ces grèves cycliques? Dans le domaine de la santé, tout le temps des grèves. SUDSAS. Quel est le parti d'opposition ou le parti au pouvoir qui s'est jamais dit on s'assoit, voilà les propositions que nous émettons pour régler les problèmes? J'ai dit toutes ces questions-là, elles sont de côté. Parce que comme il le dit, tout est dans la folklorisation. J'ai ajouté tout à l'heure dans la spectacularisation. Spectacularisation à tous les niveaux. Au plan du politique. Quelqu'un qui se fait applaudir par 2 pelés 3 tondus estime qu'il a un destin présidentiel. Parce qu'il s'est fait applaudir quelque part. Quelqu'un qui, je ne sais pour quelle raison, a occupé l'espace médiatique pendant 2 jours, 3 jours, il pense qu'également il a un destin politique présidentiel. Et dans cette société du spectacle, tu nous faisais allusion au bel ouvrage de celle qu'on salue, Aminata Sofal, l'empire du mensonge. Mais voilà dit.
l'empire du mensonge, l'empire de la duplicité, l'empire de la spectacularisation, l'empire simplement du mensonge, comme elle le dit. Et ce mensonge-là, mais il se profile dans tous les aspects de la vie sénégalaise et surtout maintenant de la vie politique qui en est son aspect le plus massif. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir aux fondamentaux alors? Il faut un bon président. Je dis, il faut un bon président. Les gens vont dire, effectivement, on ne peut pas limiter entre les mains d'un seul homme. On ne peut pas d'un côté critiquer trop de pouvoir, l'hypertrophie du pouvoir, ce monarque républicain. Moi, je pense fondamentalement qu'une société, au moment où une société tombe sur un bon président, qui sait bien tenir son rang, incarner sa fonction, il peut aider beaucoup à avoir un bon parlement, il peut aider à pacifier la société, à préserver l'unité de la société, à assurer l'harmonie dans la société, à assurer l'ordre social, s'il le veut. Ça ne veut pas dire qu'on doit mettre entre ses mains tous les pouvoirs, mais ça veut dire que sa sagesse peut le porter à prendre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il peut en tout cas chercher à mettre des institutions, non pas pour caser de la clientèle politique, mais pour aider les Sénégalais à s'en sortir. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, quelle est l'utilité? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'investir dans d'autres secteurs? Il y a pas mal de ces questions-là qui se posent par rapport aux nominations, par rapport aux investissements. Tous les jours, vous le voyez. Est-ce que nos présidents n'ont pas peur des lobbies qui sont là au Sénégal? Mais c'est pour ça que je dis que tout on dépend de on a l'impression qu'ils sont quelque part prisonniers des lobbies, qu'ils veulent faire des réformes, mais ils ont peur d'aller jusqu'au fond. Mais même aux États-Unis, en France, il y a toujours des lobbies qui tournent autour du pouvoir. Parce que les gens veulent avoir effectivement des passe-droits, une influence. L'argent est au cœur le nerf de la guerre. Maintenant, c'est comme je dis, c'est l'homme qui est susceptible d'incarner cette posture, cette fonction qui peut aménager, qui peut réformer, qui peut changer la donne, qui peut inscrire sa société dans un ordre social, dans un contrôle social, susceptible d'aider cette société à évoluer. Mais quand on a des présidents trop partisans, qui font trop dans la politique politicienne, qui pensent à gagner des élections, ça, finalement, ça pose problème. Est-ce qu'il est facile dans ce pays-là de réformer un pays où les gens pensent plus à la communauté, à l'ethnie, au marabout, qu'à la République en tant que telle? Oui, il n'est pas peut-être pas facile, Alassane, mais cela est possible. Comment? Mais comment? Il a parlé de bon président. Je n'utilisais pas le terme bon président parce qu'on pourrait nous dire, vous êtes en train de dire qu'il n'y a eu que des mauvais présidents. Mais je veux dire, cela est possible à partir du moment où nous avons un homme qui arrive et qui comprenne pourquoi il a été élu. Vous savez que les sociétés, leur particularité, c'est à chaque fois, c'est l'homme qui les trahit, Alassane, l'homme politique. Les sociétés, à chaque fois, quand elles élisent, c'est en rapport avec un contexte bien précis. Et ils disent, toi, Senghor, qui est venu pour régler telle chose. Toi, Abdou Diouf, qui est venu régler telle chose. Toi, Abdoulaye Wade, nous t'avons élu pour régler telle chose. Toi, Macky Sall, nous t'avons élu pour régler telle chose. C'est maintenant, à partir du moment où cet homme est élu, qu'il trahit ce pourquoi il a été élu. Mais chaque élection, elle est la réponse que la société donne à une question, mais qui s'est posée en elle-même. Prenez le cas du président Macky Sall. Quand le peuple l'a élu, c'était pour dire, il y a une question qui doit être réglée de manière définitive. Celle de la confusion entre les affaires de l'État et celles de la famille. Nous t'avons élu M. Sall parce que il y a quelqu'un qui a pensé que le pays lui appartenait. Il y a quelqu'un qui a pensé qu'on était dans un royaume dans lequel le fils pourrait succéder à son père. Et nous t'avons élu pour te montrer que la société sénégalaise, la nation sénégalaise n'est pas disposée encore à cela. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que quand on arrive justement au pouvoir, on divorce avec ça. Pourquoi on divorce avec ça? Mais parce que nous sommes redevables d'un potentat, d'une puissance financière qui nous a accompagnés. Je ne veux pas citer de nom, mais j'aurais pu citer sous Diouf, j'aurais pu citer sous Wade, j'aurais pu citer sous Macky Sall, des gens qui ont émergé, qu'on ne connaissait pas, mais dont on dit qu'ils étaient les bailleurs, les financiers de tel homme et qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. À partir de ce moment, Alassane, quand on comprend le sens de la mission dont on a investi, quand je me dis, moi, président Macky Sall, j'ai été investi parce que le peuple sénégalais a divorcé avec certains dinosaures. Des gens qui nous ont gouvernés, qui étaient nés dans les années 40, dans les années 30, dans les années 50. Mais oui, toi, Macky Sall, nous vous donnons le pays. Nous sommes dans un pays de lobby, de deal, où la stature de l'individu est liée à sa proximité affective familiale. Nous vous demandons, Macky Sall, de mettre fin à ça. Réformer. Réformer. Donc c'est pourquoi cela est possible le jour où
celui qui sera élu se dira, voilà pourquoi j'ai été élu. Macron l'a compris. Pourquoi Macron a été élu? Tu le sais très bien, Alassane. La société française a dit, on en a marre de ces gourous qui nous ont pris en otage depuis 50 ans, ces appareils, ces systèmes-là. Nous vous donnons le pouvoir pour espérer un vivre mieux totalement différent. S'il le comprend et reste à cheval sur cette raison qui a prévalu à son élection, mais il ne trahira pas la confiance du peuple. Donc oui, ces réformes-là sont possibles, mais pourvu que l'homme qui est élu sache pourquoi il est élu, quelle est la mission dont il est investi et se débarrasse de contingences électoralistes et pouvoiristes. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons réussir notre grand bond en avant. Mais c'est pourquoi je voulais, tu me laisses terminer un peu. Oui. C'est l'un des vices de la démocratie. La démocratie, elle repose sur l'idée que tout le monde est compétent. C'est faux. Tout le monde n'est pas compétent. Tout le monde n'est pas apte au maniement des affaires publiques. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Et à partir de ce moment, regardez l'histoire de l'humanité. Toutes les grandes révolutions, elles ont été menées par des gens qui, par leur intelligence, leur capacité d'anticipation, ont proposé d'autres projets de société à leur époque. Même si on les a combattus parce qu'ils ont eu raison trop tôt, mais toujours plus tard, on a accepté leur génie. Et c'est cette empreinte-là qui ont permis à leur peuple de se développer. Pourquoi Burkina Faso? Pourquoi Nation Arc-en-Ciel? Pourquoi États-Unis? Mais parce qu'il y a eu des hommes qui ont, à un moment donné, compris que le destin de leur pays était entre les mains et se sont donné les moyens de changer la face du monde. Vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez espoir que les choses vont changer un jour Oui, dans ce pays? oui. On n'aurait jamais pu atteindre le possible si on ne s'était pas toujours et sans cesse attaqué à l'impossible. Rien n'est impossible. Je suis quelqu'un de totalement optimiste et contre le fatalisme. Je pense que les hommes peuvent construire leur destin, le destin qui les arrange, le destin qui est susceptible de leur mener vers les progrès. Vous avez tout dit. Le temps que nous avons parti est terminé. Merci à Ibrahim Silla, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et à Songue Diouf, professeur de philosophie au lycée Limamoulaye de Dakar. À la technique Abdoulaye Diop, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Now there's no point.